Le Palais Royal de Madrid est la résidence officielle du roi d'Espagne. Cependant, la famille royale n'y vit pas, mais dans le palais de la Zarzuela, il est donc utilisé pour les cérémonies d'État et les actes cérémoniels. Avec une superficie de 135 000 m² et 3 418 pièces, presque 2 fois plus que le château de Buckingham ou le château de Versailles, c'est le plus grand palais royal d'Europe occidentale et l'un des plus grands au monde. Il abrite un précieux patrimoine historico-artistique dans lequel se distingue le groupe d'instruments de musique connu sous le nom de Stradivarius Palatin et des collections très importantes d'autres disciplines telles que la peinture, la sculpture et la tapisserie. Les salles d'apparat et les collections d'art sont ouvertes aux visiteurs lorsqu'il n'y a pas d'événements officiels. Depuis la dictature de Francisco Franco, il est également connu sous le surnom de Palacio de Oriente, bien qu'il soit situé dans la partie la plus occidentale de Madrid, en raison de son emplacement sur la Plaza de Oriente, ainsi appelé parce qu'il est situé à l'est du palais. Dans l'axe du palais et en face de l'autre, se trouve le théâtre royal à l'autre extrémité de la place. Le palais a été construit sur ordre du roi Philippe V sur le site du Real Alcázar, qui a été presque entièrement détruit par un incendie en 1734. Les fondations de l'ancienne forteresse et certaines de ses structures ont été utilisées pour la construction du nouveau palais. L'épisode de l'incendie justifia le remplacement de l'ancien bâtiment par un palais selon le goût de l'époque. La construction a commencé en 1738 selon les plans de l'architecte Filippo Juvara, qui a proposé un palais plus grand, mais dans un endroit différent. À la mort de Juvara, le projet est confié à son élève Juan Bautista Sacchetti, qui doit adapter les plans de Juvara au site de l'ancien Alcázar. D'autres architectes espagnols importants tels que Ventura Rodriguez ont participé et ont été formés à la carrière du nouveau palais, à laquelle nous devons la conception de la chapelle royale. Francesco Sabatini a été chargé de l'achèvement du bâtiment, ainsi que des travaux de rénovation, d'extension et de décoration. Charles III a été le premier monarque à vivre dans le palais en permanence. Le dernier monarque à avoir vécu dans le palais fut Alphonse XIII, bien que Manuel Azaña, président de la Seconde République, l'ait également vécu, puisqu'il occupait les pièces précédemment occupées par la reine Maria Cristina, devenant ainsi le dernier chef d'État à le faire. À l'époque, il était connu sous le nom de Palais National. À côté de la chapelle royale se trouve une autre pièce connue sous le nom de Bureau Azaña. L'intérieur du palais se distingue par sa richesse artistique, tant en termes d'utilisation de toutes sortes de matériaux nobles dans la construction que dans la décoration de ses pièces avec des œuvres d'art de toutes sortes, telles que des peintures d'artistes de l'importance du Caravage, de Velázquez, de Francisco de Goya et des fresques de Corrado Giacinto, Giovanni Battista Tiepolo ou Anton Raphael Mann. Parmi les autres collections notables conservées dans le bâtiment, citons celles de l'armurerie royale, de la porcelaine, des horloges, des meubles et de l'argenterie. Afin de faciliter la réflexion du public, certaines de ces pièces ont été déplacées dans la galerie voisine des collections royales. Actuellement, l'Agence autonome du patrimoine national, qui rend compte à la présidence du gouvernement à travers le ministère de la Présidence de la République, de la Justice et des Relations avec les tribunaux, gère les biens publics mis au service de la couronne, dont le Palais Royal. En 2023, le Palais Royal a été visité par plus de 1,4 million de visiteurs, ce qui en fait l'un des monuments les plus visités des Espagne 12 et l'une des destinations les plus populaires pour les touristes du monde entier. Vu depuis le phare de la Moncloa. Façade du palais devant le jardin Sabatini. La façade donnant sur la Plaza de Oriente. Façade sur le Campo del Moro. Vue panoramique de Madrid en 1753 avec le Palais Royal, peinte par Antonio Joly. Le Palais Royal en 1830, avant l'urbanisation de la Plaza de Oriente. Maquette de Madrid, par Léon Gil de Palacio. Musée d'histoire de Madrid. Histoire du bâtiment. Article détaillé, Histoire du Palais Royal de Madrid. Voir aussi, Real Alcázar de Madrid. Évolution historique du Real Alcázar de Madrid. Le prédécesseur direct du Palais Royal était le Real Alcázar, une forteresse construite sur le site où se dresse aujourd'hui le bâtiment baroque. Sa structure a subi plusieurs rénovations, en particulier la façade depuis que le roi Henri III de Castille en a fait l'une de ses résidences les plus fréquentées, après quoi le complexe reçoit l'adjectif « royal ». Son fils Jean II construisit la chapelle royale et plusieurs dépendances. Cependant, pendant la guerre de succession de Castille, 1476, les troupes de Juana la Beltraneja ont été assiégées dans la forteresse, causant quelques dommages à l'ancien château. L'empereur Charles Ier a initié des réformes dans la forteresse et s'était déjà engagé dans l'architecture de la Renaissance, mais en réalité, c'est Philippe II qui a promu plus d'œuvres en embauchant des artistes d'Italie,
de France et des Pays-Bas. À cette époque, la Tour d'Or et le Royal Armoury ont été construits, qui ont été démolis en 1894. Philippe III, Philippe IV et Charles II poursuivirent ce projet. Lorsque Philippe V de Bourbon monta sur le trône en 1700, il estimait que l'ancienne forteresse était trop austère et démodée, il entreprit donc d'autres réformes. La reine Marie-Louise Gabriella de Savoie et la princesse des Ursidés ont redécoré les chambres selon les goûts français. L'incendie partiel de l'Alcazar la veille de Noël 1734 fut un bon prétexte pour le démolir presque entièrement, à l'exception d'une partie des fondations et de quelques structures, et construire un nouveau palais plus conforme au goût de l'époque et de la nouvelle dynastie. La construction du nouveau palais commença en 1738. Pour éviter de futurs incendies, le nouveau palais a dû être entièrement en maçonnerie avec des plafonds voûtés, limitant l'utilisation du bois à la menuiserie et à la construction de toits. Le château baroque. L'architecte Filippo Juvara, l'un des plus remarquables de son temps, est responsable des travaux du nouveau palais. L'Italien a conçu un projet monumental aux proportions énormes, inspiré des dessins du Bernin pour le Louvre à Paris. Le plan de Juvara n'a pas été mis à exécution en raison de sa mort soudaine. Juan Bautista Sacchetti, disciple de Juvara, fut choisi pour continuer l'œuvre de son maître. Il a proposé une structure carrée entourée d'une grande cour, également carrée, qui dissout les différents angles avec des corps saillants, une structure qui rappelle à la fois l'ancien Alcazar et la forme traditionnelle du palais espagnol. Les travaux ont été achevés sous le règne de Ferdinand VI. Le programme sculptural de la façade, conçu par le père Sarmiento et avec l'aide de nombreux sculpteurs, consistait en le couronnement de la balustrade supérieure avec les statues de tous les rois d'Espagne depuis l'époque des Visigoths, ainsi que l'installation de 4 empereurs romains flanquant le portail principal. Le programme de Sarmiento, qui concevait le palais comme une image de l'Espagne armée et du nouveau temple de Salomon, a été rapidement adapté compte tenu de la complexité et du grand nombre de sculptures nécessaires. Illustration de la façade dans le livre Viage de España, 1772. Felipe de Castro et Juan Domingo Olivieri ont été chargés d'exécuter la décoration sculpturale du palais à partir de 1749, selon le programme fourni par Sarmiento. Pour la série des 94 rois d'Espagne destinés à couronner la balustrade, Olivieri et Castro ont fait appel à un grand nombre de sculpteurs qui ont travaillé sous leur direction, dont Luis Salvador Carmona, Felipe del Corral, Juan de Villanueva Barbal, Alejandro Carnicero, Roberto Michel, Juan Porcel et Juan Pascual de Mena. Pour réduire les coûts, le calcaire de Colmenar a été utilisé à la place du marbre et les statues ont été réalisées en 2 parties. Sur la façade principale et sur le balcon ont été placées les statues de Philippe V et de son épouse, Marie-Louise de Savoie, qui ont commencé la construction du palais, et de Ferdinand VI avec Barbara de Bragance, qui l'a achevé, dont l'exécution a été réservée à Olivieri et Castro, ce qui correspondait au portrait des monarques régnants. Un deuxième ensemble était situé au rez-de-chaussée, où Filippo Juvara avait déjà installé 14 plinthes. Selon le projet de Sarmiento, il comprenait des rois représentant les royaumes de la nation espagnole, y compris le Portugal et l'Amérique, représentés par Moctezuma et Atahualpa, auxquels s'ajoutaient les saints patrons de l'Espagne et de la Castille, Santiago et San Millán. La série a également été prêtée à Olivieri y Castro en 1749 et démontée avec les autres en 1760, bien que certaines des statues soient revenues à leur place d'origine. À midi, 4 statues colossales d'empereurs romains ont été projetées sur la façade, dont l'exécution a été personnellement commandée par Olivieri y Castro, Arcadius, Trajan, de Castro et Théodose et Honorius, sculptés par Olivieri. Sur le balcon principal, un relief de El Armijra España a été projeté, avec les figures de l'Espagne en matrone armée et de Pluton avec la corne d'abondance, exécutée en marbre par Olivieri, qui a également servi de modèle pour le relief du grenier de la façade principale. Vue d'une partie du palais royal de Cuesta de la Vega, œuvre de Fernando Brambilla, ca 1790 à 1832. Conservé dans la collection du ministère des Finances. Après la mort de son frère à Madrid, Charles III quitta le royaume de Naples et s'installa à Madrid en tant que nouveau roi d'Espagne. La mode qui s'orientait vers le nouveau classicisme en Italie influença le roi qui, en 1760, décida de retirer toutes les sculptures de la corniche, qui étaient restées en réserve jusqu'en 1787, date à laquelle elles furent distribuées dans divers jardins et parcs espagnols. Le grand ensemble, largement visible et parfois critiqué, présente un caractère baroque, bérino, avec la variété des postures et des costumes. Quelques années plus tard, le roi chargea son architecte Francesco Sabatini, qui était déjà en charge de la décoration des pièces du palais, d'agrandir le bâtiment. De cette extension,
seul le corps connu sous le nom d'El Sangil dans le coin sud-est a été exécuté. Après la mort de son père, Charles IV fit déplacer l'escalier principal d'un endroit à un autre symétrique afin de ne pas avoir à déplacer ses appartements princiers. Ferdinand VII, emprisonné plusieurs années en France dans le château de Valençay, entame une nouvelle transformation de la décoration du palais au XIXe siècle. L'objectif de cette réforme était de transformer le bâtiment désuet de style italien en un palais moderne de style français. Selon les rumeurs, ce changement décoratif aurait conduit à la création de l'actuel musée du Prado. Le roi voulait décorer ses pièces avec des tapisseries de soie à la française, pour lesquelles il enlevait de nombreux tableaux anciens qui avaient été stockés. C'est son épouse Isabelle de Bragance qui a promu la collection de nombreuses peintures pour le futur musée. Plus tard, le petit-fils de Ferdinand VII, Alphonse XII, suivant la tradition, a essayé de s'adapter au goût dominant en transformant le palais en une résidence de style victorien. Les travaux ont été dirigés par l'architecte José Segundo de Lema et ont consisté à réaménager plusieurs pièces, à remplacer les sols en marbre par du parquet et à incorporer des meubles de l'époque. Les restaurations effectuées dans la seconde moitié du XXe siècle ont nécessité la réparation des dommages causés pendant la guerre civile, l'installation ou la réinstallation de nouveaux ensembles décoratifs et le remplacement des tissus muraux endommagés par des reproductions fidèles. Vue extérieure du palais. Détail de la façade. Les rois Visigoths Recaredo et Liéva II flanquent les armoiries de Philippe V avec les colliers des ordres de la Toison d'Or et du Saint-Esprit. La façade du palais est constituée d'un socle capitonné sur lequel s'élève le corps principal de l'édifice, structuré par des pilastres doriques de grand ordre, entre lesquels s'ouvrent des fenêtres et des balcons. L'imposante balustrade qui dépasse de la corniche du bâtiment a été planifiée avec la rangée des rois espagnols que, comme nous l'avons déjà mentionné, Charles III avait abaissé pour donner au bâtiment une touche plus classique. La restauration des façades en 1973, au cours de laquelle certaines sculptures ont été remplacées, nous a permis d'apprécier le dessin dessiné par Sacchetti. À son époque, l'Italien a placé 14 vases et placé dans les coins, entre autres, les statues de l'Aztèque Tlatoani Moctezuma II et de l'Inca Atahualpa, œuvres de Juan Pascual de Mena et Domingo Martinez, respectivement. Détail de l'entrée. La façade sud est caractérisée par un corps central attaché à la balustrade, appelé grenier, dans lequel vous pouvez voir aux extrémités les statues de Philippe V et de sa première épouse Maria Luisa Gabriella de Savoie et les statues de Ferdinand VI et de son épouse Barbara de Bragance au centre. Parmi les sculptures, qui sont situées sur des colonnes, se trouvent 3 panneaux dans le grenier, qui représentaient à l'origine le passage du soleil à travers le zodiaque. Cependant, seuls les 2 panneaux latéraux ont été conservés, car celui du milieu a été démonté pour installer l'horloge actuelle. Le panneau central avec le soleil à son zénith abritait également une allégorie de la monarchie espagnole avec un château en haut-relief et 2 colonnes d'Hercule, un lion exempt. Les colonnes et le lion ont été réutilisés par Isidro González Velázquez à la tête du canal réal de Manzanar. Les 4 empereurs qui flanquaient à l'origine la façade principale Honorius, Théodose, Arcadius et Trajan ont été remplacés par des colonnes toscanes soutenant un grand balcon, résultat des changements introduits par Charles III, et déplacés à l'intérieur de la cour centrale, où il se trouve aujourd'hui. Très remarquable est l'intervention de Juan Domingo Olivieri et de son atelier, qui ont sculpté plus de la moitié des sculptures qui ornaient le palais à l'époque de Ferdinand VI. Il est également l'auteur de nombreux motifs héraldiques, de masques et d'autres figures allégoriques trouvées dans des endroits moins importants. Vue panoramique de la façade avant. Plaza de la Armeria. Article détaillé, Plaza de la Armeria. Vous y trouverez la cathédrale de Santa Maria la Real de la Almudena, dont la construction a été parrainée par le roi Alphonse XII pour abriter les restes de son épouse Maria de las Mercedes de Orléans. La construction du temple a commencé en 1878 et s'est achevée en 1993. Cette place est bordée à l'est par les jardins de l'Épante sur la Plaza de Oriente. Façade du palais donnant sur la Plaza de la Armeria. Narciso Pascual Colomé, le même architecte qui a conçu la Plaza de Oriente, a conçu le design de la place en 1879, mais il n'a jamais été réalisé. L'exécution a finalement été réalisée en 1892 selon un nouveau projet de l'architecte Enrique Maria Repulé.28. L'histoire de cette place remonte à 1553, l'année où Philippe II ordonna la construction d'un bâtiment pour les écuries royales, réhabilité en 1670 par José del Olmo. Le bâtiment a survécu jusqu'en 1884, lorsqu'un incendie a rendu son effondrement inévitable. L'endroit où se trouve aujourd'hui la Plaza de la Armeria a été utilisé comme terrain de parade pendant de nombreuses décennies. Sacchetti a essayé de construire une cathédrale pour compléter la corniche du Manzanar,
et Sabatini a proposé de relier ce bâtiment au Palais Royal pour former un seul bloc. Les deux projets furent ignorés par Charles III. En 1868, Ángel Fernández de Los Ríos a proposé de créer un grand carré forestier qui s'étendrait le long de tout le contour de la Plaza de Oriente pour permettre une meilleure vue sur le Palais Royal. Une décennie plus tard, Segundo de Lema a ajouté un escalier au projet original de Fernández, ce qui a donné à Francisco de Cuba l'idée de donner plus d'importance à l'église néogothique de l'Almudena, en cours de construction, dont la construction historiciste et néoclassique s'harmonise avec le style du Palais Royal. Plaza de Oriente. Article principal, Plaza de Oriente. Côté nord de la Plaza de Oriente. Il s'agit d'un carré rectangulaire à tête incurvée de caractère monumental, dont la disposition finale répond à un projet de Narciso Pasquale y Colomé en 1844. L'un des principaux promoteurs fut le roi Joseph Ier Bonaparte, qui ordonna la démolition de la ferme existante à sa place pour ouvrir une grande avenue du palais à la Porte del Sol, précurseur d'actions d'urbanisme telles que celle que Georges Eugène Haussmann réalisera plus tard à Paris. Cette avenue n'a jamais été construite, et l'espace devant le palais a rendu possible cette nouvelle place. La Plaza de Oriente a une forme irrégulière, bien que son abside, située à l'est, se termine par une courbe dominée par le Teatro Real. Il y a trois grands cadrans, les jardins centraux, les jardins de Cabo Noval et les jardins de l'Épante. Les jardins centraux s'organisent autour du monument de Philippe IV sous la forme d'une grille basée sur le modèle baroque du jardinage. Ils se composent de sept parterres peuplés de haies de buis, de cyprès, d'ifs et de petits magnolias, ainsi que de plantations temporaires de fleurs. 33 Ils sont bordés de part et d'autre par des rangées de statues qui servent de ligne de démarcation aux deux autres cadrans. La place abrite une collection de sculptures d'une vingtaine de rois espagnols, correspondant à 5 Visigoths et à 15 monarques des premiers royaumes chrétiens des Reconquistadors. 35 Ces statues en calcaire sont réparties sur deux rangées qui traversent le complexe dans un sens est-ouest de part et d'autre des jardins centraux. Populairement connu sous le nom de « roi gothique », il marque la ligne de démarcation entre la partie centrale de la place et les jardins de Cabo Noval au nord et de l'Épante au sud. Le groupe de statues fait partie de la série dédiée à tous les monarques d'Espagne, commandée pour la décoration du Palais Royal de Madrid sous le règne de Ferdinand VI. Ils ont été exécutés entre 1750 et 1753. Isabelle II, sculptée par José Vilch, 1862. Jardin du Campo del Moro. Article principal, Campo del Moro. Ces jardins doivent leur nom au fait que les troupes du leader musulman Ali ibn Youssouf auraient campé sur ce site en 1109 alors qu'elles tentaient de reprendre la Plaza de Madrid. 36 Les premiers travaux de préparation du site remontent à Philippe IV, sous le règne duquel des puits ont été construits et divers types de végétation ont été plantés. Bien que l'aspect général du lieu restât un peu négligé. Lors de la construction du nouveau palais, divers projets d'aménagement paysager ont été réalisés sur la base des jardins du Palacio de la Granja, mais en raison du manque d'argent, rien n'a été réalisé, et ce n'est que sous le règne d'Isabelle II que l'aménagement paysager le plus sérieux a commencé. À cette époque, un grand parc roman a été créé et des fontaines ont été installées dans le palais d'Aranjuez. Avec la chute d'Isabelle II, les jardins ont connu une période de négligence et d'abandon, au cours de laquelle une partie du dessin a été perdue, et ce n'est que sous le règne de Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine qu'une série de travaux de restauration a commencé qui lui a donné le design actuel, qui est basé sur l'aménagement des parcs anglais du XIXe siècle. Tout au long de son règne, le roi Juan Carlos a organisé une réception dans ses jardins pour commémorer sa fête patronale, le jour de San Juan Bautista, 24 juin. Jardin Sabatini. Article principal, Jardin Sabatini. Vue générale des jardins Sabatini. L'hôtel est situé dans la partie nord, entre le Palais Royal, la cale de Belén et la pente de San Vicente. Ce sont des jardins monumentaux de conception française, créés dans les années 30 du XXe siècle. 40 Ils sont appelés Sabatini parce que c'est sur ce site que se trouvaient les écuries construites par cet architecte au service du palais. Ces jardins sont ornés d'un étang autour duquel sont placées certaines des statues des rois espagnols qui étaient à l'origine destinées à couronner le palais royal. Géométriquement situé entre les promenades, il y a plusieurs fontaines. Le gouvernement républicain a ordonné la confiscation de plusieurs biens appartenant à la famille royale espagnole, dont celui-ci, et les a remis à la mairie de Madrid pour créer un parc public. Le projet a été attribué à l'architecte de Saragosse Fernando García Mercadal après avoir remporté le concours. En 1972, les jardins ont été réaménagés et l'escalier monumental a été construit. L'intérieur du palais. Rez-de-chaussée. Bibliothèque royale. Article détaillé,
Bibliothèque royale de Madrid. Située dans le coin nord-ouest du palais depuis la mort de Ferdinand VII, lorsque la reine douairière voulait vivre dans toute l'aile Saint-Gilles, où se trouvait auparavant la bibliothèque de la Chambre royale, la bibliothèque royale se compose de 2 étages, dont le rez-de-chaussée est meublé d'étagères en acajou construites vers 1840. Il abrite, en chiffres très approximatifs ou exacts, environ 300 000 ouvrages imprimés entre collections anciennes et modernes, environ 5 000 manuscrits, beaucoup sont des volumes inventés, avec environ 33 700 textes manuscrits, il y en a environ 18 000 seulement dans la collection des lettres de Gondomar, 273 incunables, 3 000 œuvres musicales, dont environ 120 chorales, 7 000 cartographies entre atlas, feuilles volantes et autres formats, 15 000 pièces de matériel graphique, gravuré, dessins, et d'autres types de collections de bibliothèques. Real Botica. Sous le règne de Philippe II, la pharmacie royale est devenue un appendice de la famille royale, avec la tâche de lui fournir des médicaments, une fonction qui se poursuit encore aujourd'hui. La pharmacie royale a existé sous le nom de musée de la pharmacie de 1964 à 2014, date à laquelle le centre d'accueil des visiteurs du palais a été rénové pour occuper les salles du musée. Les salles de distillation et les 2 salles adjacentes à la pharmacie ont été reconstruites telles qu'elles étaient sous les règnes d'Alphonse XII et d'Alphonse XIII. Les cruches sont plus anciennes et ont été fabriquées dans les usines de la Granja et de Bu en Retiro, et il existe également d'autres ustensiles fabriqués en faïence de Talavera au XVIIe siècle. Armurerie royale. Article principal, Armurerie royale de Madrid. L'armurerie royale. Avec le musée impérial de Vienne, il est considéré comme l'un des meilleurs au monde et se compose de pièces du XVe siècle. On peut noter les pièces de tournoi réalisées par les maîtres armuriers les plus importants de Milan et d'Augsbourg pour Charles Quint et Philippe II. Parmi les pièces les plus frappantes, citons l'armure et les outils complets utilisés par l'empereur Charles Quint lors de la bataille de Mulbert, avec lesquels il a été représenté par Titien dans le célèbre portrait équestre du musée du Prado. Une partie de l'armurerie a été perdue pendant la guerre d'indépendance et pendant la guerre civile espagnole. Malgré cela, l'armurerie conserve certaines des pièces les plus importantes de cet art au niveau européen et international, dont certaines signées par Filippo Negroli, l'un des artisans les plus célèbres de la guilde. Archives du Palais Général. Article détaillé, Archives du Palais Général. Les archives du Palais Général ont été fondées en 1814 dans le but de rassembler, classer et conserver toute la documentation produite par les différents bureaux en charge du gouvernement et de l'administration de la famille royale et de l'héritage de la couronne espagnole. Il est situé sous les arches du côté ouest de la Plaza de la Armeria et est documenté par la royauté et le patrimoine national. De vraies cuisines. Ils ont ouvert leurs portes au public en 2017 et, comme le reste du palais, ont été construits en 1737 et rénovés en 1861. Ils occupent 2000 mètres carrés et proposent une exposition de 2625 objets. Étage supérieur. Escalier principal. Article détaillé, Escalier principal du Palais Royal de Madrid. L'escalier principal, décoré de fresques de Corrado Giacinto. Cet escalier a été conçu par Sabatini en 1760 et rénové dans les premières années du règne de Charles IV. Les mêmes matériaux ont été utilisés pour la construction que pour le reste des pièces de la maison, comme le marbre et le granit. La décoration de la voûte de lunettes avec de grands oculi enluminés fait partie du programme iconographique à la gloire de la monarchie espagnole, conçu par Sacchetti, et l'exécution des fresques correspond à Corrado Giacinto. Il y peint des allégories qui, ensemble, représentent le triomphe de la religion et de l'Église dans la fresque de la voûte principale, la victoire de l'Espagne sur la domination sarrasine dans l'une des 2 lunettes au-dessus de la porte, et Hercule dans l'autre devant, derrière la statue de Charles IV, arrachant les colonnes de Gibraltar malgré la puissance de Neptune. Sur la corniche, il y a des représentations des vertus qui sont considérées comme caractéristiques du règne de Ferdinand VI. Toutes ces images symbolisent l'universalité et les valeurs de la nation espagnole à une époque où il était nécessaire de renforcer le concept d'hispanidad. Les lions qui ornent le début des balustrades sont l'œuvre des sculpteurs Felipe de Castro et Robert Michel. Au-dessus de la niche de fermeture au début de l'escalier se trouve la statue de Charles IV de style romain, œuvre de Robert Michel. Sur le chemin de l'escalier menant au salon, il y a des bustes de Philippe V et d'Isabelle Farnèse, œuvre de René Frémin. Salle des Hallebardes. Article détaillé, Salle des Hallebardes du Palais Royal de Madrid. Sacchetti l'a conçue comme une salle de bal ou une salle à manger de gala, mais Charles III l'a transformée en une pièce pour les gardes qui gardaient les installations. Le décor est basé sur un arrangement saisissant de pilastres toscans et de branches de laurier en stuc.
Il fait l'objet de plusieurs réformes, les premières en 1857 et 1880. Dans cette salle, la peinture à fresque qui orne la voûte se détache. Giambattista Tiepolo était chargé de décorer la pièce, pour laquelle il a réalisé plusieurs peintures de nature mythologique. Énée a dirigé le temple de l'immortalité pour ses vertus et ses victoires, Vénus a chargé Vulcain de forger les armes d'Énée, thème qui semble faire allusion à la fonction militaire de l'espace, mais aussi à la figure de Charles III en tant que guerrier victorieux et sa mère, Isabelle Farnèse, en tant que reine sage et protectrice. Un grand tableau, la famille de Juan Carlos Ier, œuvre du peintre contemporain Antonio López Garcia, a récemment été incorporé dans la décoration de cette salle. Salle des colonnes. Article détaillé, salle des colonnes du Palais Royal de Madrid. La salle présente un agencement de pilastres lisses, mis en valeur par des colonnes attachées par des fûts cannelés, couronnées de chapiteaux avec la représentation de la toison d'or, des châteaux et des lions, ainsi que les colonnes de l'escalier principal. La voûte a été décorée par Sabatini en 1761 avec des paires de satyres tenant des médaillons représentant les 4 éléments. 58 Giacinto a été chargé de décorer la voûte de manière picturale avec le thème « La naissance du soleil », sous lequel on peut voir le triomphe de Bacchus. Au-dessus de la porte d'entrée de la salle des hallebardes, il représentait la majesté de la couronne espagnole. La salle a été utilisée pour des bals et des banquets jusqu'au règne d'Isabelle II. En outre, le jeudi saint était célébré le cérémonial du lavage et de la consommation des pauvres, au cours duquel les rois nourrissaient et lavaient les pieds de 25 pauvres devant les grands d'Espagne, les ministres, le corps diplomatique et la hiérarchie ecclésiastique. Des concerts sont actuellement organisés avec les Stradivarius Palatinus. Tout au long de son histoire, la salle des colonnes a été le théâtre d'événements importants de l'histoire de l'Espagne. 1878, comme chapelle funéraire de la reine Marie de les Mercedes d'Orléans. 1885, comme chapelle funéraire du roi Alphonse XII. 1975, comme chapelle funéraire pour Francisco Franco. 1985, signature solennelle de l'acte d'adhésion de l'Espagne aux communautés européennes. 1991, conférence de paix de Madrid. 1992, deuxième sommet ibéro-américain. 1997, sommet de l'OTAN. 2014, cérémonie de signature de l'abdication de Juan Carlos Ier. 2018, acte d'imposition du collier de l'illustre ordre de la Toison d'Or à la princesse des Asturies, Léonore. Actuellement, la salle des colonnes est utilisée pour des réceptions avec de nombreux participants, tels que le vin d'honneur après la Semaine Sainte militaire et la réception pour le corps diplomatique, ainsi que la réunion des ambassadeurs d'Espagne et la présentation des prix sportifs nationaux. La chambre de Gasparini. Article détaillé, salle Gasparini du Palais Royal de Madrid. Lampe de la chambre de Gasparini. Sa décoration remonte au règne de Charles III et est considérée comme l'une des plus belles pièces du palais et a survécu jusqu'à nos jours pratiquement sans aucune retouche. Pour diverses raisons, il a fallu une cinquantaine d'années pour achever le programme décoratif. C'était l'endroit où le roi s'habillait en présence de la cour, comme c'était la coutume à l'époque. La décoration, réalisée par Mattia Gasparini, montre de grandes originalités de type chinoiserie dans le style rococo. Le mobilier, le sol en marbre et les revêtements muraux ont été conçus dans leur ensemble. Récemment, la soie sur les murs a dû être remplacée en raison de son mauvais état, bien que sa broderie ait été minutieusement cousue au nouveau tissu. L'horloge au-dessus de la cheminée, œuvre de Pierre Jaquet-Rose, se distingue, avec des automates habillés dans le style du XVIIIe siècle dansant tandis qu'un berger assis joue de la flûte sur l'heure. Sur le cadran de la montre, on peut lire « Jaquet-Rose à la chaux de fonds en Suisse ». Meubles en porcelaine. Article détaillé, salle de porcelaine du Palais Royal de Madrid. Aspect de la cave à porcelaine. Il a été décoré à l'époque de Charles III, influencé par les constructions similaires qu'il a réalisées en tant que roi de Naples et de Sicile, en particulier dans le Palais Royal de Portici. Pour la construction, des cadres ont été placés aux endroits où les plaques de porcelaine étaient fixées. Le projet décoratif de style classique baroque tardif a été dirigé par Juan Bautista de la Torre et Gennaro Boltri. Le sol de cette pièce est l'un des plus beaux éléments décoratifs conçus par Gasparini. Il est fait d'une très élégante incrustation de marbre coloré et en hiver, il est recouvert d'un tapis de laine qui imite les motifs représentés par le marbre. Salle à manger du gala. Salle à manger du gala. Cette pièce impressionnante se compose de 3 pièces dans la salle dite de la Reine, car elle était destinée à Marie-Amélie de Saxe, l'épouse de Charles III, qui n'y vivait pas, car elle est morte en 1760, 4 ans avant l'occupation du château.
Le roi Alphonse XII a ordonné que les 3 salles à manger soient réunies pour des événements officiels, et c'est ainsi qu'elle a été inaugurée en 1879 à la demande de l'architecte José Segundo de Lema avec le banquet de gala du second mariage du roi avec Marie-Christine de Habsbourg-Lorraine. Les colonnes de la décoration des voûtes sont en marbre de Bagnères et la plupart des ornements en bronze ont été réalisés à Paris, dont les 15 lustres et les 10 appliques qui sont actuellement équipés de la technologie LED pour favoriser la visibilité sans endommager aucune des œuvres exposées. La table a une capacité de 144 convives. Les murs sont décorés de tapisseries des séries Vertumno et Pomona, créées par le maître bruxellois Willem Padmaker, XVIe siècle. De grands carreaux de porcelaine chinoise du XVIIIe siècle et 6 grands vases en bronze et en porcelaine de Sèvres, 1826 à 1830, ornent respectivement les murs et les ouvertures des balcons. Les voûtes correspondent aux 3 salles primitives et ont été peintes par Mans, l'Aurore dans son char, la seconde d'Antonio González Velázquez, Christophe Colomb devant les rois catholiques après la découverte de l'Amérique, et la 3e de Francisco Bayeux, Capitulation de Grenade. Galerie des Glaces. Article principal, Galerie des Glaces du Palais Royal de Madrid. Il s'agit d'une pièce de style néoclassique qui a été utilisée comme boudoir par la reine Marie-Louise de Parme, épouse de Charles IV, sous le règne de laquelle elle a été conçue et décorée. C'est l'une des plus belles pièces du palais. Les bases en marbre rose et les murs des murs, recouverts de fins ornements en stuc, dans lesquels le blanc et le bleu prédominent, y contribuent également. Les grands miroirs qui donnent son nom au sel sont sertis d'or et de bleu, couronnés de stuc blanc sur fond bleu et entourés de décors de motifs végétaux. Il convient de noter en particulier la lampe centrale en acajou et bronze doré, fabriquée par Thomire en 1788. À l'époque d'Alphonse XIII, cette pièce était utilisée comme salle de musique. Dans la salle, il y a aussi une statue en marbre représentant l'infante Maria Cristina de Bourbon et Battenberg, fille d'Alphonse XIII, lorsqu'elle était enfant. Salle du trône. Article détaillé, salle du trône du Palais Royal de Madrid. Ce complexe est le seul qui n'a pas changé de fonction dans toute son histoire, depuis que Sacchetti l'a conçu en 1737. Il a conservé toutes ses décorations d'origine et a été achevé en 1772. Félix Gazzola, un noble italien, était chargé de sélectionner les artistes pour la décoration de cette pièce. La voûte, conçue par Roberto Michel, est sans aucun doute la plus belle du palais, car l'effet de la peinture et de la sculpture qui l'entoure atteint une grande splendeur. Salle du trône. Les peintures du plafond sont de Tiepolo, tandis que les murs sont tapissés de velours brodé de fils d'argent. La grande fresque peinte est l'une des dernières œuvres de Giambattista Tiepolo et représente la grandeur et la puissance de la monarchie espagnole. Il comprend le trône d'Espagne gardé par Apollon et Minerve, ainsi que des représentations des vertus. Sur le côté opposé, de petites tourterelles volent avec l'insigne de l'ordre de la Toison d'Or. La glorification de la monarchie et du souverain régnant est le thème de toute la série. La région du Zocalo est très importante, dans laquelle les allégories des différentes régions et possessions espagnoles sont présentées de manière réaliste et variée avec leurs attributs caractéristiques. Le reste de la décoration de la pièce est dû à Giovanni Battista Natali de Piacenti, qui s'est chargé à la fois de la conception de la broderie et de la conception des consoles et des miroirs, qui forment des paires et sont tous différents, bien qu'ils aient le même style. Le velours de la tenture, tissé à Gênes, pourpre et brodé de fils d'argent sur doré, est frappant. La décoration de Natali, avec les peintures de Tiepolo, forme l'un des plus hauts sommets du rococo en Espagne. Comme dans la chambre de Gasparini, le tissu qui recouvre les murs est également neuf, remplaçant le velours d'origine, qui a été gravement endommagé, bien que la broderie d'origine y ait été transférée. Les sculptures que l'on peut voir aujourd'hui dans cette salle font pour la plupart partie de la collection qui a été sauvée du Real Alcázar. C'est grâce au projet de la dynastie des Bourbons, qui voulait s'affirmer comme le successeur direct de la maison d'Autriche. 82 Certaines des figures en bronze de la série dite « Les planètes » du flamand Jacques Jonglin font bouillir, tout comme une série de statues des vertus cardinales, œuvre de René Pramy. Il convient également de noter les horloges, œuvre de John Ellico et de Ferdinand Berthoud, ainsi que les lions en bronze dorés au feu, œuvre de Matteo Bonarelli de Lucques, qui flanquent le dais du trône royal. Les lustres qui illuminent la pièce sont vénitiens et faits de cristal de roche et d'argent. Les sculptures représentant les planètes et les lions sur le trône ont été apportées d'Italie par Velázquez, qui, en sa qualité de chambellan royal, supervisait directement la décoration des enceintes royales. Chapelle royale. Article principal, Chapelle royale de Madrid. Dôme central de la chapelle royale. Les fresques sont l'œuvre de Corrado Giacinto.
C'est l'un des points de vue les plus intéressants de tout le palais sur le plan architectural. Il est situé au centre du côté nord de l'étage noble du palais et a son accès depuis la galerie qui entoure la cour centrale. Sacchetti réalise un premier projet, mais Ferdinand VI finit par opter pour celui présenté en 1749 par Ventura Rodriguez, alors assistant du premier. La chapelle a été construite entre 1750 et 1759. Le plan est de type centralo-égyptien et est surmonté d'un dôme semi-orange. À chacun des angles qui décrivent le plan d'étage, à l'exception de l'atrium, qui a des pilastres noirs qui imitent le marbre, il y a une colonne de marbre noir de Manaria, Biscaye, 16 au total, en une seule pièce. Ces colonnes sont couronnées de chapiteaux en stuc doré. Le plan de la chapelle est classique, à l'est se trouve le maître-autel en marbre, au nord l'autel de l'Évangile, à l'ouest l'orgue et l'atrium du côté sud. Les sièges de la résidence sont situés sur le côté nord, à côté de l'autel principal, qui se trouve à sa droite. Le peintre Corrado Giacinto a été chargé de concevoir et de diriger la décoration de la chapelle royale, et il a lui-même peint les fresques de la chapelle et de l'atrium. Les drains Angels ont été créés par Felipe de Castro. Au-dessus de l'autel principal, il y a un tableau de Ramon Bayeux, Saint-Michel triomphant des démons, et sur l'autel de l'Évangile se trouve le tableau de l'Annonciation, la dernière œuvre de Mans. Le baldaquin et les fauteuils des souverains datent de l'époque de Ferdinand VI et étaient en satin blanc avec des broderies d'argent et de la soie colorée. L'orgue, construit en 1778 par Roré Bosch Bernat, est considéré comme un véritable chef-d'œuvre. La chapelle abrite les restes de Saint Félix, qui est représenté dans une figure de cire sur un sarcophage en verre. Ces derniers temps, la chapelle royale a été utilisée pour les funérailles de la famille royale espagnole, servant de chapelle funéraire à Don Juan de Borbon, comte de Barcelone, en avril 1993 et à Maria de las Mercedes de Borbondo Sicilia, comtesse de Barcelone, en janvier 2000. En novembre 2000, un Te Deum a eu lieu dans cette chapelle pour commémorer le 25e anniversaire de la proclamation de Juan Carlos Ier comme roi d'Espagne. Chambre de la couronne. Couronne et sceptre tubulaire. Il est situé dans la chambre dite de la reine Maria Cristina et est décoré de tapisseries représentant les 4 saisons. À l'occasion de la proclamation de Felipe VI comme roi d'Espagne le 19 juin 2014, la salle a été transformée pour abriter les symboles de la monarchie constitutionnelle. Ainsi, la couronne et le sceptre des collections royales, qui n'avaient jamais été montrés au public auparavant, sont exposés et ne sont montrés que dans des actes cérémoniels. La couronne date du règne de Charles III et est en argent ciselé, gaufré et doré. Le sceptre date du règne de Charles II et est serti de cristal de roche, d'argent doré en filigrane, d'émail et de grenat. Les 2 symboles ont été utilisés comme emblème de la monarchie espagnole depuis le règne d'Isabelle II. Dans cette salle, il y a aussi un collier de l'ordre de la Toison d'Or, la plus haute distinction décernée par la monarchie espagnole. L'exposition, en argent doré et en or, coulé, ciselé et émaillé, remonte au règne d'Isabelle II, qui l'imposa à l'image de la Vierge d'Atocha en 1854. Le fauteuil original de la salle du trône du Palais Royal de Madrid est une autre des pièces qui a été intégrée dans la pièce. Il a appartenu au roi Charles III, dont l'effigie est représentée au revers, et a servi de modèle pour les trônes ultérieurs. La salle de la couronne montre également la table des Sphinx, dans le style de l'Empire, qui a été acquise par Charles IV en 1803, c'est l'un des chefs-d'œuvre du mobilier des collections royales. Dans celle-ci, le roi Juan Carlos Ier a sanctionné la loi organique par laquelle son abdication est entrée en vigueur le 18 juin 2014 et dont le texte a également été publié. Auparavant, il avait été utilisé pour signer l'adhésion de l'Espagne à la CEE, aujourd'hui l'UE. La salle est complétée par une copie du discours de proclamation du roi Felipe VI, expressément signé par lui-même. Ancienne chambre de la reine. C'est le nom donné à plusieurs pièces qui ont été construites comme chambre pour la reine Isabelle de Farnèse, qui y a vécu entre 1764 et 1766. Plus tard, ils ont servi de chambre à l'infante Maria Josepha et à la princesse des Asturies, Maria Antonia de Borbondo Sicilia, épouse du futur Ferdinand VII. La décoration de cette salle comprend l'aurore, la dernière fresque de Mans, et les 4 moments du jour, une scène décorée d'anges. 91 Dans les premières années du XIXe siècle, c'était la maison familiale de Charles IV, l'œuvre de Francisco de Goya, 2 dans les esquisses, l'infante Carlos Maria Isidro, l'infante Francisco de Paula, l'infante Maria Josepha, l'infante Antonio Pascual et Luis, roi d'Étrurie. Cette décoration a été remplacée en 1818 par Ferdinand VII,
qui a acheté de belles tapisseries néoclassiques et a transformé l'espace en boudoir de son épouse Maria Isabel de Braganza. La nouvelle reine a commencé un programme iconologique comprenant des scènes de la vie de Saint Hermenegilde et de Sainte Élisabeth de Portugal, commandé par Zacaria González Velázquez, Vicente López Portana et Goya lui-même. Quelques années plus tôt, sous le patronage d'Isabelle Farnèse, une affirmation de l'Isabelle catholique avait été peinte, et le célèbre tableau Colomb offrant le Nouveau Monde au roi catholique, œuvre d'Antonio González Velázquez. L'ancienne première antichambre de la reine doit son aspect actuel à José II de Lema, qui l'a transformée en salle plateresque sous le règne d'Alphonse XII. La mort du roi a fait échouer le projet de décoration. Sous le règne d'Alphonse XIII, ce complexe a été utilisé comme salle de cinéma et de music-hall, car le groupe de musiciens qui se produisait lors des festivités du palais y vivait. Dans cette pièce se trouve un très beau centre de table, fabriqué à Paris et offert par le comte d'Aranda à Charles IV en 1786.